Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière capsule sur les débats de la mondialisation. Alors vous avez fait avec Madame Bernard une mondialisation discutée et contestée. Avec moi nous allons commencer. Quelle gouvernance pour le monde? Alors dans les dernières années et notamment dans les pays occidentaux, s'est ouvert un débat sur la souveraineté réelle des États dans le cadre de la mondialisation. Quelle est leur possibilité d'action? Prenons un exemple précis. En 2013, la France s'oppose au groupe indien ArcelorMittal. C'est le premier producteur d'acier au monde, présent dans près de 60 pays et dont le siège social est au Luxembourg. L'entreprise est victime sur le court terme de la surproduction et choisit de fermer quelques usines, et notamment le site de Florange dans le Grand Est. Levée de bouclier du gouvernement français et du ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, pour faire plier Mittal et essayer d'avoir une stratégie d'entreprise à long terme. C'est un conflit très médiatique, à la limite du ridicule, en échange de lettres entre les deux acteurs, mais une pression des deux adversaires. On a la fermeture des hauts fourneaux, mais une reconversion du site vers un centre de recherche. C'est un semi-échec sur le plan industriel, mais les employés n'ont pas subi de plan social. Alors les questions que l'on peut se poser, quel peut être le rôle de l'État dans cette internationalisation des échanges? A-t-il son mot à dire en fait face aux grandes FTN qui pour certaines pèsent plus que le PIB d'un État? En premier lieu, on va s'intéresser au rôle des États dans la mondialisation. Alors ils demeurent des acteurs essentiels malgré un rôle affaibli dans le cadre de la mondialisation. On va comprendre de manière très simple en fait qu'ils contribuent par des politiques économiques et d'investissement, à faire naître et permettre la prospérité des grandes firmes. Ici, avec des financements publics, mais aussi privés, en fait, on va pouvoir faire croître un espace où vont se rencontrer des organismes de recherche, des laboratoires, des centres de formation comme les universités, ou des entreprises. Ils participent à créer ce lieu de vis-à-vis entre entrepreneurs, chercheurs et travailleurs. C'est ce que l'on nomme un pôle de compétitivité. Par exemple, il existe différents types de pôles de compétitivité, certains à échelle internationale, nationale ou régionale. Par exemple, la Silicon Valley est issue d'un choix du gouvernement fédéral et californien de promouvoir une zone franche où se côtoient universités, centres de recherche et entreprises. En France, on souhaite réaliser la même chose, un pôle de compétitivité à échelle internationale autour du plateau de Saclay au sud de Paris. Il existe d'autres pôles de compétitivité en France, comme Aérospace Valais, près de Toulouse, centré autour d'Airbus. En conséquence, si la FTN est internationale, sa fondation, son émergence est aussi due à une politique, un choix de l'État, dont elle essaie petit à petit de s'émanciper. Cependant, le poids de l'État est faible puisque les stratégies des FTN ignorent les frontières. C'est un affaiblissement et il est difficile pour les États de réagir car même si on dénonce les défaits, on est tout de même intégré dans une société capitaliste et donc dans la mondialisation. De plus, on assiste à une contestation intérieure, à l'intérieur des frontières, de ces mêmes frontières. Par exemple, des mouvements régionalistes ou nationalistes qui remettent en cause l'intégrité territoriale de nombreux États. On peut penser aux Basques ou aux Catalans en Espagne, aux Flamands et Wallons en Belgique, mais aussi à d'autres mouvements armés dissidents dans très nombreux pays en développement, comme les Tchétchènes en Russie, comme les FARC en Colombie. Si avant 1945 les conflits étaient essentiellement interétatiques, depuis ils deviennent essentiellement intra-étatiques. Pour autant, la solution pour lutter, avoir un poids dans la mondialisation pour les États, c'est de s'organiser et de développer des organisations régionales. C'est notre deuxième point. Les États se regroupent de plus en plus dans des associations régionales pour peser dans la mondialisation. Celles-ci vont de la simple zone de libre-échange comme l'ALENA à l'Union économique et monétaire comme l'Union européenne. Alors on va commencer par l'Union européenne. C'est la première zone de libre-échange au monde. C'est le premier PIB mondial, les 27 États réunis. Le marché commun est mis en place avec la CEE, doublé d'une libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux et des personnes, ce qu'on appelle le principe des 4 libertés, dans le cadre de l'Union européenne, donc depuis 1992,
et dans le cadre de l'espace Schengen depuis 1995. L'idée, et vous avez ici un prospectus du Parti socialiste pour l'adoption du traité de Maastricht en 1992, l'idée de faire l'Europe pour faire le poids. Deuxième organisation régionale, l'ALENA. Entrée en vigueur le 1er janvier 1994, elle crée une zone commerciale de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est la seule zone à associer un pays du Nord et un pays du Sud dans une zone commerciale. Cependant, il n'y a pas de libre circulation des personnes. Et aujourd'hui, les murs entre États-Unis et Mexique sont au cœur des préoccupations et notamment font partie des débats dans la présidentielle américaine. Mais on a une intensification des échanges faisant du Canada et du Mexique parmi les premiers partenaires commerciaux des États-Unis. Troisième organisation régionale, le Mercosur. Il est entré en vigueur en 1991 autour de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et du Brésil, étendu au Venezuela en 2012 et à la Bolivie en 2015. Il se veut plus poussé que l'ALENA en s'inspirant des politiques européennes. On est en 1991 et les discussions autour de l'Union européenne ont un écho important en Amérique latine. Il porte aussi un projet politique, à la différence de l'ALENA, favorisant et incluant des sociétés démocratiques. Il y a une volonté de convergence entre tous ces pays, convergence juridique, douanière et de libre circulation des facteurs de production. Par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle le DNU, le document national unique, permettant de circuler entre les États membres et associés. Cependant, cette zone est très limitée par la pauvreté des pays, notamment la Bolivie et le Paraguay, et surtout par la rivalité importante des deux géants que sont le Brésil et l'Argentine. Quatrième organisation régionale, l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, créée dans les années 1970 dans le but de créer une zone de libre-échange. C'est encore embryonnaire, même si le PIB des différents membres de l'ASEAN réunis dépasse celui de l'Inde. Le Monde titre en 2014 que l'ASEAN reste une grande illusion, puisque cette zone de libre-échange, en fait, il y a plus d'échanges avec les membres extérieurs, et notamment la Chine, qui se trouve juste à côté, qu'entre les membres de l'ASEAN. Alors, troisième point et autre échelle, le développement d'organisations internationales. Certaines institutions internationales regroupant de nombreux États tentent de réguler la mondialisation. Nous avons en premier lieu l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui promeut le libre-échange et qui a largement participé à la multiplication des échanges. En second point, nous avons le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, qui aident les États en difficulté en intervenant dans leurs économies en échange de prêts financiers. Les contreparties ne sont souvent pas bien vécues par les États bénéficiaires. En troisième point, nous avons l'ONU, qui veut promouvoir la paix et promeut une aide envers les pays du Sud. Alors pour rappel, l'ONU est créée par la Charte de San Francisco le 26 juin 1945 et a la volonté de défendre les droits de l'homme dans le monde et donc de favoriser l'émergence d'un monde meilleur. Pour faire la paix, elle possède le Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents que sont la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais aussi, pour faire régner la justice, elle dispose de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, mais elle participe aussi à aider au développement des États du Sud, avec le Conseil économique et social, mais aussi avec l'UNICEF, la FAO, l'Organisme des Nations Unies pour l'alimentation, l'ONU, dont le siège est à New York, qui emploie à peu près 50 000 personnes dans le monde. Enfin, en quatrième point, nous allons voir qu'il existe d'autres formes d'organisation pour essayer de réguler la mondialisation. Il existe des acteurs spatiaux qui s'appuient sur des réseaux internationaux, c'est le cas des ONG, des organismes non gouvernementaux qui ne dépendent pas d'un État et militent pour défendre des causes variées, que ce soit l'alimentation, les droits de l'homme ou l'environnement. Alors on a des exemples comme Greenpeace, Médecins sans frontières, Human Rights Watch. Par leur réseau, elles atténuent les déséquilibres de la mondialisation mais manquent souvent de moyens.
Elles sont porteuses de projets, mais aussi parfois d'une remise en cause de la politique de l'État dans laquelle elles interviennent. Donc leur travail peut être compliqué par des considérations politiques. De même, grâce à la mondialisation, des réseaux de communication notamment, on assiste à l'émergence d'une opinion publique mondiale. Chaque individu peut exprimer une opinion ou lancer une alerte via les réseaux sociaux planétaires comme Twitter. Aussi, cette opinion publique est active et a un rôle sur les projets de la mondialisation. Par exemple, le refus de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ou le refus du contrat de libre-échange avec le Canada par les Wallons récemment, ou encore, comme ici, une manifestation contre le TTIP, l'accord transatlantique Union européenne-USA, pour un grand accord, un grand espace de libre-échange. Nous avons terminé ce petit B sur quelle gouvernance pour le monde. Nous allons passer à un petit C, l'antimonde, au centre de nombreux débats. Alors l'antimonde, c'est une expression du géographe Roger Brunet qui désigne l'ensemble des territoires concernés par des activités illégales et criminelles. On le nomme aussi mondialisation grise. L'antimonde est alors une partie du monde méconnue et qui, selon lui, tient à le rester. En facilitant les échanges, la mondialisation amplifie les trafics, que ce soit d'armes, drogues ou d'êtres humains, souvent liés entre eux. C'est la formation d'un antimonde qui s'organise avec des lieux de production et des lieux de consommation, des routes commerciales et des paradis fiscaux pour blanchir les capitaux illicites. Un antimonde donc qui fonctionne en réseau avec des acteurs souvent liés aux mafias et des consommateurs, des foyers de consommation, des foyers de production et des flux. Par exemple, on s'intéresse ici au trafic international d'armes légères. Alors, on observe des lieux de production, Russie, États-Unis, Europe, des lieux de consommation, le Sahara, le Moyen-Orient, des lieux émergents comme les Grands Lacs, la région des Grands Lacs en Afrique ou en Asie du Sud-Est, et on va avoir des flux, des voies d'acheminement en bleu, permettant le transfert de manière illégale de ces armes à feu. Deuxième exemple, le trafic de drogue. Nous allons avoir des principaux pays producteurs, donc des lieux de production en fonction de quelle drogue nous parlons. L'opium en Afghanistan et au Pakistan, le cannabis en Amérique du Nord, au Brésil et au Maroc et dans quelques pays européens. On va avoir des foyers de consommation essentiellement situés au nord, avec des émergences comme Afrique de l'Est, Brésil et Asie du Sud-Est, et des flux, des voies d'acheminement en bleu. Et souvent, ces trafics sont liés entre eux, puisque par exemple, pour transférer la drogue d'Amérique latine vers l'Europe, les trafiquants vont utiliser aussi la détresse et les migrants pour faire parvenir plus facilement la drogue en Europe. En envoyant des migrants traverser la Méditerranée, en sachant qu'ils vont être récupérés par les gardes-côtes italiens, il est plus facile de passer sur le côté avec une embarcation remplie de drogue.